Salut, c'est Version Française, votre magazine de la mode, de la déco, du design, de la culture, du chic, quoi, à la française. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont les étrangers, non? Nathalie. Rencontre avec Ellie Top, dandy créateur à la découverte de sa joaillerie stellaire. On vous a sélectionné quelques adresses parisiennes confidentielles qu'on affectionne particulièrement. L'accessoire de la semaine, c'est le slip français, underwear tradi, trendy et, of course, tricolore. Notre relève Frenchy, le jeune chef Julien Alvarez, vous fera partager son amour du sucré. Mais tout de suite, ses points de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine chic. Version Française, c'est maintenant. Runaway, c'est l'adresse parisienne qui démocratise l'art du portrait. Créé par un pro sorti de la sphère mode, le concept est simple. Donner à nos visages des airs aussi iconiques que sur les plus gros shoots, rien qu'en restant nous-mêmes. Que ce soit pour l'ego, le CV ou la postérité, tout le monde en ressortira avec son cliché racé. Une création forte et originale s'est posée en 2015 à Lyon, le musée des Confluences. Le but de ce projet ultramoderne, confronter des collections d'objets du XVIIe au XXIe siècle. Une philosophie de la rencontre qui fait de Lyon un précurseur sur la scène des musées européens. L'inoubliable robe blanche de Marilyn, le chapeau de Pharrell ou les ballerines de Bardot, autant d'objets rendus cultes par les égéries qui les ont portés. Iconique nous propose l'histoire de ces objets, enracinés dans notre mémoire collective, à travers les portraits des personnalités qui les ont magnifiés. No One, jeune marque d'inspiration streetwear fraîchement fondée à Paris, commence à faire son trou dans l'univers du t-shirt. Et tout ça grâce à son best-seller Belleville Hills. On l'a vu fouler le tapis rouge cannois, mais aussi s'exporter outre-Manche sur le dos de Rihanna. Une marque qui s'est forgée un nom rien que par son second degré. Voilà ce qu'on aime. On le connaissait en tant que créateur de bijoux pour l'an 20. Aujourd'hui, il nous surprend avec la première collection en son nom, un univers fantasque signé Ellie Top. C'est aux abords de la célèbre place Vendôme que nous avons rencontré Ellie Top. Là, ça va, Ce joaillier nous a gentiment ouvert les portes de son appartement et a choisi de nous raconter en dessin les différentes personnes qui ont croisé et encouragé son travail. C'était Loulou de la Falaise chez Yves Saint Laurent, qui créait les bijoux pour lui et d'autres choses, et qui a vraiment défini quelque chose de nouveau dans le bijou fantasy. Et c'est elle vraiment qui m'a beaucoup influencé en termes de goût des mélanges et de la manière de porter les choses avec insouciance. Elle avait de très jolies épaules, un corps très fin et beaucoup de bracelets, avec un pantalon, on va dire, Saint Laurent à pince, vous voyez. Et dans la célèbre maison, Ellie va rencontrer celui qui va lui donner sa chance. C'est Albert Elbaz. C'est le premier à m'avoir fait faire des bijoux. C'est lui qui m'a mis sur cette voie et encouragé sur cette voie. Et j'ai rencontré, j'étais très très jeune, j'avais, je sais pas, 19 ans. Un gros nœud papillon, comme il le fait souvent, en couleur ou jaune. Et puis, pas de chaussettes. Je n'en ai jamais vu porter de chaussettes. Mais j'ai une longue histoire créative avec lui. Beaucoup d'affinités, en fait, esthétiques, je pense, qui fait qu'on se comprenait et s'entendait très bien. Il m'a beaucoup appris. Question apprentissage, Ellie a été servi. Il a été le dernier assistant d'Yves Saint Laurent. Mais moi, je suis arrivé à la fin de la maison de couture, et puis c'est un truc d'assistant général. Je faisais des petites choses, des illustrations, des dessins. Et voilà, on me donnait la chance d'être là. Et ça, évidemment, j'oublierai jamais. Bah, je pense que c'est quand même la personne la plus impressionnante que j'ai rencontrée. Il était très très drôle aussi. J'avais infiniment J'en ai toujours infiniment d'admiration pour lui. Moi, je les vois comme des maîtres au sens où j'étais à l'école. Ouais. Je suis pas allé à l'école beaucoup, mais c'est eux mon école. Alors avec de tels maîtres, à quoi ressemble un bijou Ellie Top?
Donc, il y a une cage de fil d'or autour d'une base en argent. Et ici, vous avez une sphère qui pivote comme ça, sur elle-même. J'avais cette idée, déjà du bijou qui s'ouvrait, de quelque chose qui était double, qui découvrait quelque chose de plus précieux à l'intérieur. Et une fois qu'il était fermé, il était plus radical et épuré de forme, comme ça. Comme s'il pouvait porter en lui-même une contradiction, mais aussi permettre deux attitudes différentes. Et comme Élie semblait bien partie, on lui a demandé de faire son autoportrait. Comment je me vois, moi avec une moustache. Avec une cravate. Peut-être à rayures, avec des motifs souvent tricotés. Parce que finalement, je crois que je m'habille quasiment de la même manière depuis presque 20 ans. Mais son inspiration, Élie la trouve aussi rue de Rivoli, à quelques pas de chez lui. Nous sommes devant chez Galignani, qui est la plus ancienne librairie de Paris. Je viens beaucoup pour la sélection de livres sur les bijoux, parce qu'elle est extrêmement pointue et nourrie. Et c'est à peu près ici que je trouve toute ma documentation livresque, on va dire. Je viens d'accueillir, qui est faite par la spécialiste du bijou en Angleterre, en fait, qui s'appelle Carol Boulton. C'est une vraie merveille. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, elle a mélangé et la bijouterie fantaisie et la joaillerie, ce qui est assez rare parce qu'en général, c'est très segmenté, tandis que là, elle a travaillé sur un prisme, une sélection beaucoup plus large. Je pense que je vais acheter ça. Je fais mes courses en même temps, c'est pas mal, non? Et qui sait, cette petite trouvaille sera peut-être une source d'inspiration pour sa prochaine collection. Élie Top, bonjour, merci de nous recevoir dans votre tout nouveau showroom. Bonjour. Alors avant de parler de la collection, parlons un peu de vous. Bien sûr, Lanvin a pris une grande place dans votre vie de créateur. Les bijoux chez Lanvin avaient une grande importance. Est-ce que vous voulez en dire deux mots? Oui, en fait, même plus que Lanvin, s'il faut remonter l'histoire complètement, c'est plutôt Albert qui a été déterminant dans ma vie, parce qu'en réalité, moi je suis entré chez Yves Saint Laurent quand j'étais très jeune, à l'époque où M. Saint Laurent était encore là. Et juste un an plus tard, Albert est arrivé. Il avait été appelé par Pierre Berger pour signer les lignes de prêt-à-porter. Et j'ai intégré son studio, mais j'avais genre 20 ans ou 21 ans, je ne sais plus très bien. Et c'est lui qui m'a fait faire des bijoux, en fait. Ça a commencé comme ça, parce que moi je me destinais, j'étais sur un poste qui était général d'assistant, parce que j'étais très petit. Et il n'avait personne pour faire les bijoux au sein de son propre studio. Moi je dessinais assez bien, puis il a commencé à me faire des trucs, ça lui plaisait. Et c'est lui qui m'a encouragé, c'est comme ça que c'est passé en fait. En fait, c'est aussi passé par le dessin? Oui, beaucoup. Parce que c'est le dessin, tout passe par le dessin. Chez moi. Vous n'êtes pas ordinateur 3D comme d'autres dessinateurs de bijoux. Il y a des gens qui le font. Ouais, mais vous, c'est vraiment le dessin moi, à la classique. base, je suis quelqu'un qui dessine, ouais. En fait, j'ai toujours fonctionné comme ça. Alors, ça peut paraître un peu ancien, mais c'est mon meilleur moyen d'expression. En réalité, j'ai même souvent du mal à définir ce que je veux faire ou ce que je voudrais faire. Ça vient en dessinant. Et du coup, donc, de chez Yves Saint Laurent, vous avez suivi Albert Elbaz chez Lanvin. Oui, en fait, quand il est arrivé chez Lanvin, Albert m'a appelé, il m'a dit « Est-ce que tu veux revenir travailler avec moi ?» Et c'est comme ça qu'on a redémarré ensemble. Et puis c'est là où on a démarré l'histoire du bijou, en fait, de manière beaucoup plus impactante et beaucoup plus forte. Et à un moment donné, voilà, vous êtes dit « Il faut que je crée pour moi-même », c'est ça? Comment ça s'est passé? Oui, j'avais envie d'exploiter un nouveau territoire d'expression. C'était comme une évolution un peu normale, un peu prochaine étape comme ça. Et puis je voulais exploiter, j'étais assez intéressé aussi de travailler sur les matières précieuses en fait.
C'était le nouveau territoire aussi. Les matières, oui, justement, parce que chez Lanvin, c'était pas des matières précieuses. Non, c'est du bijou, ce qu'on appelle bijou fantaisie, enfin du bijou couture. Enfin, il y a plein d'appellations, mais pour moi, c'est du bijou fantaisie, quoi, dans la tradition de ce qu'on faisait chez Chanel, chez Saint-Laurent. Paris pour, c'est votre rubrique dénicheuse de lieux incontournables. Cette semaine, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré pour vous faire découvrir nos petits secrets parisiens. D'abord, on vous embarque dans un quartier de la capitale à la fois peu connu et insolite, la Butte aux Cailles. Des ruelles, des lampadaires un peu désuets, des maisonnettes de toutes les couleurs, si, on vous jure, on est bien à Paris. Alors c'est parti pour une promenade dans les rues de ce quartier plein de charme, en quête de ses recoins cachés. La Butte aux Cailles, qu'est-ce que c'est? Une colline, un quartier à l'allure de village en plein Paris. Mais ce sont aussi plein de petites adresses, de bars et restos sympas avec des noms improbables, des maisons de poupées et de la nature qui pousse partout. Ici, la petite Alsace, une espèce de cour reculée avec des maisons à colombages. Là, la villa d'Aviel et toutes ces maisons contiguës qui inspirent bien ces jeunes mariés. Et toutes ces ruelles entrelacées deviennent alors un vrai terrain de jeu pour les amateurs de street art qui en profitent pour s'exprimer par tous les styles. La Butte aux Cailles, un petit village à part en plein milieu de Paris qui vous promet des surprises à chaque coin de rue. En parlant de surprise, on vous donne maintenant rendez-vous dans une laverie dans un tout autre quartier de Paris. En apparence, une laverie banale, mais quand on y regarde d'un peu plus près, on voit que quelque chose cloche. Et oui, c'est un tout autre endroit qui nous attend derrière les tambours des machines. Alors laissez tomber vos chaussettes sales et prenez donc un cocktail. Bienvenue au Lavomatique. C'est surtout par le bouche à oreille et des amis qui font la surprise en fait. Ça veut dire qu'ils se donnent rendez-vous à République. Et ils amènent leurs potes, leurs copains, leurs copines dans la laverie. Puis là, ils voient des gens entrer dans un séchoir. Mais passé la surprise, le Lavomatique tient ses promesses. En pleine tendance des bars cachés, en référence à la période de prohibition aux États-Unis, le bar fait preuve d'une déco chaleureuse et d'une vraie originalité. Les speakeasy, ça vient des États-Unis, c'est pas notre culture. On a vraiment essayé de s'approprier le côté speakeasy à la française. Un espace créé par une bande d'amis qui propose un accueil comme à la maison et qui se veut tout sauf snob et select. L'autre atout du bar, ce sont ses cocktails réalisés avec des alcools haut de gamme, des produits de saison et d'après des recettes inventives. Cocktails à base de crème de marron, de réfort ou de vodka infusé au saumon fumé. Ici, on mélange les alcools blancs et les jus colorés, on n'a pas peur que ça déteigne. Pour finir, direction notre dernière adresse, Place d'Italie. Si vous aimez le 7e art, nous vous recommandons un tout nouveau cinéma qui vient d'ouvrir, Les Fauvettes. Derrière sa façade et son intérieur moderne, c'est une programmation autrement moins récente qui nous attend. Les Fauvettes, c'est un nouveau cinéma de Saxe-Salle qui est exclusivement consacré à la diffusion de films restaurés, donc de films de l'histoire du cinéma, de manière assez large, des films qui ont marché, populaires, cultes. Et surtout, on fait vraiment le pari que les gens auront envie de les revoir sur grand écran, ensemble, dans une salle de cinéma. La restauration de films est un travail long et minutieux au cœur de l'activité des Fauvettes. Mais la restauration, c'est aussi celle du lieu. Ancienne salle de café-spectacle avant d'être le Gaumont Gobelin, les architectes ont réfléchi à un aménagement original et dédié au confort. On a un vrai espace de vie, c'était ça qui était très important. En effet, le cinéma accueille un patio végétal, un salon et un vrai bar qui ne vend pas de pop-corn, mais du vin, de la bière, des cocktails et des petits plats en bocaux. En bonus, le bar propose même des accords mets films ludiques. Alors si vous souhaitez revoir un James Bond et boire le dry martini qui va avec, vous avez trouvé votre adresse. Un village rempli de secrets, un bar dissimulé derrière un séchoir et un cinéma moderne qui cache une programmation à l'ancienne. Voilà pour nos secrets parisiens du jour. Donc Élie, on va regarder un tout petit peu les bijoux que vous créez en ce moment. Oui. Donc ils sont des bijoux presque mathématiques. Il y a un côté mathématique, mécanisme, architectural dedans. Complètement. En fait, j'étais plutôt préoccupé d'avoir une double aspect, une double histoire sur le même bijou. Alors je ne sais pas si j'y suis vraiment parvenu. Il y a une histoire de secret, une histoire de mystère, il y a une histoire de double portée. Au sens où c'est quelque chose qu'on peut montrer ou cacher, mais aussi le fait de le montrer ou de le cacher changeait l'aspect du bijou lui-même, en fait.
J'avais un peu cette idée-là, mais ça part plutôt d'une autre préoccupation à la base, qui était justement avec toute mon histoire chez Lanvin. Et j'étais tellement en symbiose, en fusion avec Albert, que je ne savais plus très bien ce qui était moi, de ce qui était lui. C'est assez compliqué, vous voyez, au bout de pas mal d'années comme ça. Et j'ai essayé d'en extraire. En fait, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui est le plus moi là-dedans? Quelles sont mes préoccupations essentielles, en fait, quand je fais ce genre de truc? Ce que j'en ai extrait, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire c'était l'histoire de la construction, de l'architecture, de la mécanique. Pourquoi? En général, Parce que c'est ma manière d'envisager les bijoux, en fait. Je travaille assez tridimensionnellement. Je suis toujours en train de construire des petits bâtiments, en fait. Je sais pas comment expliquer ça. manqué. Un peu, je dessinais beaucoup d'architecture quand j'étais enfant. Donc en fait, je me suis dit que je faisais toujours la même chose. Elitop, vous êtes un peu l'incarnation du dandy parisien. C'est vrai que vous étiez élu homme le plus élégant du monde, du France, je sais pas. Non, c'était dans la best dress list du Vanity Fair américain. Bon, c'est quand même quelque chose. J'étais seul français. Voilà, justement. Alors, l'élégance parisienne, c'est quoi pour vous? Moi, je le fais par plaisir et par habitude. Et par éducation? Un peu par éducation, mais peut-être parce que vous savez, je pense qu'on s'habille toujours pour être bien avec soi-même. Donc moi, si je suis autrement, je ne suis pas bien. Donc c'est tout. En fait, ça ne va pas plus loin que ça. Après, c'est par éducation ou par habitude. Je pense que chez Saint-Laurent, j'ai pris un pli quand même assez fort, parce qu'il y avait quand même certaines exigences, ou en tout cas une discipline qu'il fallait avoir, parce qu'il ne fallait surtout pas... comment dire, pas de laisser aller, on va dire. Donc il y avait quand même une tradition et un état d'esprit qui était que, en plus c'est un peu normal, si vous êtes dans la mode, vous êtes censé aimer les vêtements, aimer s'habiller, donc ça s'est pris un peu comme ça. Moi je pense que comme j'étais très jeune aussi, peut-être ça a joué, ça devait me donner un tout petit peu d'assurance, ou en tout cas je me sens un petit peu protégé, peut-être avec les vestes et tout ça, il doit y avoir un truc comme ça. Mais j'ai toujours été comme ça, donc je le pense pas. En fait, donc, on va dire Elitop, l'homme chic par excellence. Ouais, c'est gentil. Merci beaucoup, Elie. Merci beaucoup. Un homme, oui, mais en slip, s'il vous plaît. C'est le pari fou d'un jeune entrepreneur qui essaye de remettre au goût du jour ce sous-vêtement de nos grands-pères. Pari réussi. Le slip français cartonne. Du soutien pour nos compatriotes. Lui, c'est Léo, la mascotte du slip français. My name is Leo. I live in Paris, and as you can see, I'm a professional window mannequin. I work in a boutique of the very French underwear brand, Le Slip Français. So, usually I don't talk much. Bon, quand on l'a rencontré, il n'était pas beaucoup plus loquace, mais il a pris le temps de nous montrer ce qui fait l'ADN du slip français. Une coupe un poil rétro, des matières confortables comme le coton, un élastique un brin patriotique et une cocarde estampillée Made in France. Bref, un slip terriblement sexy et l'équipe qui a déringardisé le slip, la voici. Ce jour-là, certains étaient un peu dispersés, il faisait chaud, alors ils ont décidé de laisser tomber le haut car travailler en slip favorise la concentration, c'est bien connu. Moi, je voulais créer une marque de fringues et j'étais en train de réfléchir. On me dit, les sous-vêtements et les maillots de bain, c'est un marché qui est super, mais c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de nouvelles marques dans les 10 ou 15, 20 dernières années. Et là, en rigolant avec des amis, j'en ai un qui m'a dit, mais t'es complètement malade, t'arriveras jamais à me vendre le moindre slip, même s'il est savoir-faire français et tout ça. Et là, je lui dis, écoute, si je fais le slip français, je suis sûr que je peux en vendre quelques-uns. Et voilà, ça a démarré comme ça. 4 ans plus tard, il s'en est vendu plus de 250 000 et ce succès est en partie dû à une campagne de pub pour le moins virale. La première chose qu'on a faite, c'était en 2012. On a détourné la campagne présidentielle. On a fait le changement de slip, c'est maintenant, et la France porte en slip. Et là, évidemment, ça a touché les gens. C'était un moment de cohésion nationale autour de l'élection de nouveau président. Et voilà, et c'était rigolo de voir une petite boîte de fabricants de slip français qui s'amusait à détourner ces codes-là. Ces codes-là, cet humour un peu potache, on les retrouve même dans les collaborations entre le slip français et d'autres marques. Ce jour-là, Lucille et Zoé planchent sur des idées pour Selfridge, le célèbre magasin londonien. Donc là, on part sur des choses comme ça et on ne sait pas quelle imprimé on va faire avec. Donc, C'est quoi l'histoire C'est un peu un Frenchie qui se retrouve à Londres. Qui est un peu perdu. Qui est un peu perdu, il est à London.
Il est un peu du sud. On écrit une petite histoire qui peut prendre la forme d'un personnage, d'un paysage, enfin voilà, avec un thème de collection. On part ensuite de 2 unis forts sur lesquels on a envie de travailler, donc 2 couleurs fortes qui sont souvent en fait des dérivés du bleu et du rouge forcément. Et ensuite on travaille des imprimés par rapport à cette histoire et par rapport aux couleurs qu'on a définies. Petit inventaire de quelques-uns des différents modèles de la marque. Alors voilà notre premier modèle de slip en 100% coton. Donc ça c'est vraiment le premier slip qu'on a sorti. Ça vaut de l'or. On a développé des boxers, donc, qui sont un peu plus longs sur les jambes. Pas mal d'autres choses, comme du maillot de bain, donc ça c'est nos shorts de bain classiques. Mais aussi, évidemment, du slip de bain. Et tous ces modèles sont réalisés en France. Rendez-vous chez Le Mailleux, un des 9 fabricants, à Saint-André-les-Lilles. Toutes les phases de production possibles sont faites en France. C'est-à-dire qu'ici, nous faisons toutes les phases de tricotage, de coupe, de confection, mais également sur le slip français, on y met par exemple les petites vignettes qui sont faites chez un fabricant de vignettes, qui est lui aussi français. Les élastiques sont faits aussi dans une entreprise spécialisée en élastique. C'est également une entreprise française. Donc le slip français a été très très vigilant de manière à ce que l'ensemble des accessoires qui interviennent sur leurs articles soient effectivement faits par des entreprises françaises. Retour à Paris pour les confessions du Big Boss. Alors on a envoyé beaucoup de slips aux politiques, pas forcément toujours eu le retour espéré. Après je pense que c'est difficile pour eux de s'afficher avec un slip. Notre égérie idéale, ça serait je pense Jean Dujardin, qui est vraiment l'image du français à l'étranger, qui est hyper connu grâce à l'Oscar, qui est vraiment quelqu'un de très très connu, et qui je pense colle bien dans le thème avec ses films OSS et tout ça. Et voilà, ce serait super d'aller avoir un slip français s'il regarde ce reportage. Et en attendant, nous on va laisser les stagiaires travailler. Espoir pâtissier en 2014, le jeune Julien Alvarez arrive à l'hôtel Peninsula à Paris pour le plus grand bonheur de nos papilles. Miam, c'est la relève sucrée de la semaine. Bienvenue au Peninsula. Cet hôtel de luxe parisien réouvre à l'été 2014 après 5 ans de travaux et fait peau neuve. La direction ose le frais en catapultant un très jeune chef pâtissier pour égaler ses clients de douceur sucrée. Rencontre avec Julien Alvarez, tout juste la trentaine. Alors ce qui m'a énormément séduit en pâtisserie, c'est déjà le fait vraiment de réaliser un métier manuel, ce que je pressentais avant de commencer, ça s'est vraiment confirmé, c'est-à-dire que le fait d'arriver le matin, de réaliser toute une multitude de desserts et autres, et de partir de la journée en ayant quelque chose de concret, que ce soit positivement ou négativement, d'avoir fait des erreurs et de se dire demain je recommence et je le ferai mieux. Déjà c'était un bonheur de tous les jours. En plus de ça, j'ai vraiment découvert un métier parce que j'avais une vision de la pâtisserie, mais mon premier maître d'apprentissage, M. Demeguer, m'a poussé à aller voir sur des salons, des concours et autres. Et j'ai découvert tout l'attrait artistique de la pâtisserie, que ce soit la sculpture sur glace, les sculptures en sucre, les pièces en chocolat. Et en fait, j'ai été ébloui, épaté par ces défis techniques. Et donc, en fait, je me suis attaché à essayer de les maîtriser. Et donc, du coup, j'ai persévéré. Ça m'a séduit et puis j'ai trouvé un challenge à la hauteur de mes attentes. L'hôtellerie de luxe m'a toujours fasciné, attiré. Comme j'avais un parcours qui était étranger à ce monde-là jusqu'à maintenant, j'avais une certaine distance, une certaine retenue, et puis là je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Donc j'ai fait le forcing pour postuler ici et avoir ma chance au sein de ce magnifique hôtel. Julien enchaîne les concours du meilleur apprenti de France où il reçoit le prix de la dégustation, puis le prix Charles Proust et enfin le plus marquant de sa carrière, la Coupe du monde de pâtisserie en 2011. Les concours, ce qui est, depuis le départ, c'est des rencontres, c'est un défi, ça permet de se fixer des objectifs à court terme en parallèle du défi quotidien de l'entreprise. Ça permet bien sûr d'évoluer professionnellement et puis de tisser des liens avec d'autres jeunes ou moins jeunes professionnels qui sont vraiment passionnés par leur métier, parce que le concours, ça n'a rien de rationnel en soi ou
Il n'y a aucun but d'argent, la seule chose c'est de se faire plaisir et de se dépasser à travers quelques réalisations, donc c'est du pur bonheur. Un pur bonheur qui continue derrière les fourneaux. Le bonheur, selon Julien Alvarez, c'est chantilly, crème pâtissière framboise, génoise chocolat, pâte sablée mousse. C'est croustillant, acide sucré, amer comme la vie, moelleux délicat gélatineux, herbacé vanillé chou, encadré, dégoulinant. Concernant les inspirations par rapport aux différentes propositions sucrées qu'on peut avoir dans l'hôtel, il y a bien sûr tout ce que j'ai pu accumuler en tant qu'expérience, voyage, mon parcours professionnel pur dans les différentes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Moi, des rêves, j'en ai plein la tête, peut-être un petit peu trop d'ailleurs. Nous avons la chance, nous pâtissiers, de réaliser un métier qui nous offre d'innombrables possibilités. D'innombrables possibilités, en tout cas un avenir que l'on souhaite brillant à ce jeune chef très prometteur. Voilà, la version française est déjà finie, alors soyez chic toujours et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!